Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le 23e épisode et avant-dernier de la saison avec Anne-Sophie Fernandez-Cruz qui est responsable communication marketing du cabinet EasyCo. On va parler avec elle un petit peu son rôle qu'elle a dans les cabinets, montrer qu'un responsable marketing, ça peut être un atout pour un cabinet et ça a un avantage de manière générale pour notre profession. Bonjour à toi Anne-Sophie. Bonjour Florian. Je suis ravi de te recevoir et en première question, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais tous les jours chez EasyCo ? Alors, Anne-Sophie Fernandez-Cruz, ça fait aujourd'hui 10 ans, ça fera 10 ans au mois de janvier que je travaille dans la profession. J'ai vu toute l'évolution de la place en fait de la communication et du marketing dans les cabinets. Et je travaille donc chez EasyCo, qui est un cabinet d'expertise comptable. On est un peu moins de 560 dans le Grand Est sur 25 agences dans le Grand Est et à Paris. Donc, on accompagne 12 500 clients justement dans toutes les questions qu'ils se posent sur la gestion de leur entreprise et de leur vie personnelle. C'est top. 25, donc c'est une belle boutique que tu nous présentes chez EasyCo. Et je t'ai fait venir tout simplement parce que nous, on a souvent un frein en disant le marketing, c'est pour les gros cabinets. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai, mais on va quand même aller les voir pour demander comment ils s'organisent. Est-ce qu'ils ont des tips aussi ? Et est-ce qu'ils pensent la même chose ? Donc, toi, je vais t'amener sur le côté stratégique. Chez EasyCo, avez-vous une stratégie marketing à suivre et comment vous l'avez définie en fait ? Comment ça se passe ? Alors, avant de parler de la stratégie de marketing, ce qui est bien évoqué, c'est la stratégie de l'entreprise. Parce que globalement, la com ou le marketing, c'est un outil qu'utilise un cabinet pour pouvoir travailler sa stratégie d'entreprise. Donc, lorsque nous, on travaille notre stratégie com market, quand on dit tel trimestre, on va faire telle opération, en fait, on répond à une stratégie d'entreprise. Donc, c'est pour ça que on se considère en fait comme un outil au service des experts comptables, au service d'un cabinet, d'une entreprise. Et notre stratégie, c'est vrai que au début, il y a quelques années, la stratégie, elle était souvent sur 3 ans. Dans 3 ans, on veut atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui, on s'en rend compte depuis 1-2 ans que il faut faire preuve de beaucoup plus d'agilité. Et auparavant, quand on travaillait sur des objectifs à 3 ans, maintenant, on travaille avec des plannings sur 6 mois. Donc, d'un point de vue agilité, il faut faire preuve de plein de ressources. Il faut être au contact avec la direction, avec le comité de direction. Souvent, on a une ligne directrice, on sait où est-ce qu'on veut aller dans l'année. Par contre, il faut, dans l'ère de la digitalisation, dans l'ère de tout ce qui change en ce moment, il faut pouvoir itérer en fait souvent en fait notre stratégie. Donc on est plutôt sur du moyen terme là maintenant. Donc vous faites une petite réunion avec le codir un petit peu, si je comprends bien. Ils vous disent, là on veut par exemple plus fidéliser mes clients, et toi hop, on te donne tant de moyens, tant de temps pour y arriver. C'est ça ? Je vais parler vraiment de la manière dont ça se passe chez EasyCo. J'ai un budget annuel. Ouais. Et globalement, en fait, ils me donnent un cadre et puis on s'amuse dans le cadre. On a un objectif. Quand on fait des opérations ponctuelles, des opérations purement marketing, là, on va évaluer, j'ai ce budget, je vais faire cette action, j'ai cet objectif-là. Et après, je vais travailler avec les personnes. Parce que, par exemple, si on développe le pôle agri, on va travailler de manière quotidienne, presque avec le pôle agri. Donc, on arrive à avoir des ROI sur combien de clients on a eu, combien de prospects on a eu, combien on a transformé, à combien s'élevaient les lettres de mission, donc du coup, à combien de chiffre d'affaires on est, combien en termes de visibilité on a en augmentation sur notre site internet. Donc là, et après, on fait un récapitulatif de la campagne pour savoir si ça a été une opération réussie ou pas. Et puis après, on itère et on voit. Souvent, les méthodes sont les mêmes. On a les mêmes méthodes, on a les mêmes méthodes de questionnement, on a les mêmes méthodes pour créer des opérations. Et après, on différencie juste en fonction souvent soit du secteur d'activité ou soit de notre objectif derrière. Mais en tout cas, la stratégie, ça a l'air d'être bien positionnée.
Et toi, sur l'organisation, quelle est ton organisation? Est-ce que tu as des personnes au sein de ton groupe? Et comment ça fonctionne un petit peu tous les jours? Alors aujourd'hui, on est 3 dans notre Subscom. Donc moi, je chapeaute l'équipe. On a une personne, Marion, qui elle, vraiment le rôle de chargée de communication, vraiment chargée de projet, chargée de com, marketing, développement des offres. Et il y a Mathieu Puziol qui lui est chargé de communication, mais aussi qui a plusieurs casquettes parce que c'est lui qui fait les vidéos, c'est lui qui me fait les infographies, enfin qui me fait la partie infographie technique, en fait la partie vraiment com technique. Et très récemment, on a embauché une alternante qui aura pour Léa, qui elle a pour mission de développer et de nous accompagner en fait sur la partie réseaux sociaux, marque employeur. Donc, elle est un petit peu mi-com, mi-RH. Comment tu chapeautes tout ça, toi? Eh ben, j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire parce que pendant 7 ans, j'étais toute seule. Et en fait, quand tu prends le rôle de manager, bah tu sais pas, c'est un métier, hein. C'est pas inné. Et donc chez Isico, on a une académie Isico où justement là, on est formé, on repart à l'école pendant plusieurs mois pour apprendre le métier de manager. Donc c'est une formation certifiante et ce qui nous permet d'avoir des bonnes bases et de mettre en place en fait une organisation d'équipe. C'est un tout autre métier en fait. Et ça te permet de te mettre un peu à la place des experts. Ça que j'aime bien, c'est que tu avais les mains dans le cambouis avant, sur le côté marketing, et sur un petit cabinet, c'est de se dire, j'ai le côté un petit peu manager, l'expert comptable. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner un petit peu comme technique à un expert comptable pour dire, est-ce que je peux déléguer des petits trucs marketing pour mes collabs, des choses toutes simples? En fait, il faut oser, il faut faire confiance, faut poser un cadre, il faut les laisser aussi, il faut les laisser s'amuser, hein. Le manager, l'expert comptable, il sera là pour dire, moi, j'ai besoin d'aller à cet endroit-là. J'ai besoin d'être visible sur tel secteur d'activité. J'ai besoin d'être représenté. J'ai besoin de fidéliser mes clients. Et en fait, on pose un cadre. Après, sur des cabinets de taille intermédiaire où il n'y a pas de service communication, globalement, c'est des choses qui sont réalisables aussi. Il faut juste se poser, on se pose, on définit où est-ce qu'on veut aller et on dit qui fait quoi. Mais en fait, on gère cette partie-là comme on gère un dossier comptable. L'expert comptable, il est là pour la relation client et on a des personnes de l'équipe qui vont être dans la prod et qui vont faire. Et cette méthodologie-là, cet accompagnement, ce management, il est tout à fait possible dans la com pour des cabinets de taille intermédiaire. Toi, maintenant, ça fait presque 10 ans, si je me rappelle bien. Est-ce que tu as vu une grosse évolution? Et est-ce que tu as vu des compères à toi se développer de plus en plus dans les cabinets? Est-ce qu'il y a de plus en plus de responsables marketing? J'ai l'impression que oui, mais confirme-moi. Ah oui, totalement. Je me souviens chez France Défi, donc là, on a parti en groupement France Défi. Au départ, quand on avait des GT de communication, il y avait beaucoup d'experts comptables. Parce que, en fait, il y avait pas cette représentation du métier de la com, du marketing dans les cabinets. Et c'était les experts comptables qui venaient pour savoir un petit peu ce qui se passait. Là, aujourd'hui, ce sont que des communicants. Si on prend l'exemple de Espace Innovation, qui est un club avec plein d'experts comptables, la fonction communication, elle est tellement représentée qu'ils ont créé en fait un groupe avec que des communicants. Et aujourd'hui, on se retrouve une fois par trimestre, on est 90 sur des cabinets de toutes les tailles. Donc, effectivement, on a une représentation de la fonction communication marketing qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus stratégique aussi, parce que certains cabinets vont prendre une alternance, certains cabinets vont prendre des juniors, mais on voit aussi que il y a la fonction qui devient stratégique. Où j'ai de nombreux homologues qui font partie du CODIR. Certains sont associés. Donc, je dis pas ça par contre que c'est tous les cabinets qui font ça, mais par contre, depuis 1 an, 2 ans, on en voit de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a une réelle évolution et on commence à comprendre l'intérêt, l'objectif d'avoir quelqu'un qui fait de la com et du marketing. Et depuis aussi tout ce qu'il y a sur la digitalisation, les réseaux sociaux, il y a un vrai besoin. En fait, ça part de là. Et puis après, on arrive à faire découler un petit peu la pelote de laine et on voit tout ce qui est capable de faire.
Je me souviens, il y a 10 ans, on m'a dit, je sais pas du tout ce que vous allez faire chez nous, mais je sais qu'on a besoin de quelqu'un comme vous. Alors bon, moi, je venais du développement durable et je me dis, bah écoute, c'est pas mal. Alors on va voir et je suis pas repartie depuis parce que il y a aussi ce turnover dans nos métiers à la com. Il y a un turnover naturel, souvent tous les 3-4 ans, on change de boîte parce que on fait souvent la même chose. Souvent, c'est des événements ou des opérations qui reviennent d'année en année. Et ce qui est bien avec les experts comptables et avec ce secteur d'activité-là, c'est qu'en fait, chaque année, on fait des choses différentes. Et comme on est en train de construire la fonction communication marketing dans les cabinets, et ben en fait, on a tout à faire, quoi. Donc, on s'éclate tout le temps. Le champ des possibles, il est énorme comparé à si tu étais dans le luxe chez LVMH, par exemple. Alors, je connais un peu moins ce monde-là, mais je connais bien le monde du transport, du développement durable, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que on fait pas du tout la même chose. Et ce que moi j'adore les experts comptables, ces métiers réglementés, parce que au début, tu as une mauvaise image. Je me souviens quand j'avais dit à mon entourage, je vais travailler dans un cabinet d'experts comptables. Ils m'ont dit, t'es sûr? Je dis, t'es sûr? Et je dis, oui, mais en fait, ça a l'air super bien, quoi. Mais il faut juste démocratiser tout ça. Chaque personne, en fait, a une superbe histoire à raconter. Et c'est ça qui est super plaisant dans mon travail, quoi. Et bah, du coup, tu vas nous aider. On va aller dans le détail avec des outils marketing que tu utilises couramment, toi. Et je voudrais que tu me dises, par exemple, quel outil ou tips qu'on peut mettre en place pour faire de la prospection. Qu'est-ce que tu utilises? Alors, par rapport à la prospection, tout va dépendre de son objectif, de son secteur d'activité. Comme je le disais tout à l'heure, les méthodes sont souvent les mêmes. Quand on parle marketing, souvent on pense aux produits finis, aux flyers, à la fiche qu'on va faire, à la campagne sur les réseaux sociaux. Mais en fait, la partie marketing, elle est vraiment en amont de tout ça. Si on veut développer un secteur d'activité, il faut se dire, on crée des personas. On crée vraiment, en fait, un persona, c'est la représentation, en fait, et la personnification de notre cible idéale. Donc, globalement, on va se dire, je veux développer les boulangers. Donc, mon boulanger, il va s'appeler comme ça, il va vouloir ça, il a envie de ça, il pense comme ça, et il a ces problématiques-là, il a ces freins-là. Donc, on se pose, on regarde, et après, on voit, pour cette cible-là, et ben en fait, on va peut-être se dire, eux sont overbookés, ils ont pas le temps de lire les mails, ils regarderont pas mes mails, donc là, on va leur envoyer un flyer par la poste. Par exemple, on a peu de boulangers sur LinkedIn, mais ils sont bien sur Facebook parce que Facebook, au niveau de la cible, a pris un peu d'âge. On a beaucoup plus d'actualité à mettre quand on est un commerce de proximité. Donc, ça veut dire qu'on va plus faire des campagnes sur Facebook. On va cibler les messages. Et c'est sur ça, en fait, qu'il faut réfléchir. Et après, on travaille sur le produit fini. Mais c'est bien comprendre, en fait, quand on est dans l'acquisition, quand on est dans le développement d'un secteur d'activité, quand on est dans l'acquisition de clientèle, il y a des règles simples, on ne peut pas tout dire. Une communication, un message, un objectif. Et c'est là où parfois ça peut faire peur quand on n'a pas de structure en termes de com ou de marketing. Et ben c'est pas grave, on en fait un à la fois. La méthode, en fait, une fois qu'on a la méthode, souvent c'est la même chose qu'on répète et qu'on personnalise. Et ben on se dit pendant un trimestre, je vais en faire qu'un seul. Je suis complètement d'accord. On est un outil à la stratégie d'entreprise. Si la stratégie d'entreprise c'est de développer le commerce de proximité, parce que par exemple notre cabinet, notre agence en fait, elle est en centre-ville, et ben on va développer tous les commerces de proximité parce que là il y a du sens. Donc si on peut pas tout faire, c'est pas grave. Il faut pas avoir plus grand qu'on peut donner. C'est du temps, c'est sûr. Et ben on en fait un à la fois. Et notre stratégie, elle est plutôt sur du moyen terme. Mais t'as raison, en fait, c'est que la problématique qu'ont souvent les cabinets, c'est qu'on veut parler à tout le monde. Oui, mais ça marche plus. On le voit, et puis dans tout secteur confondu. Aujourd'hui, les gens ont besoin de personnalisation, ont besoin de comprendre qu'on leur parle à eux. Et ça, aujourd'hui, on n'y arrive plus à le faire. Si on s'organise pas, en tout cas. On n'arrive plus. Et ça ne marche plus si on envoie des grands communicants, enfin, des grandes communications sur tous les chefs d'entreprise. Tous les chefs d'entreprise n'ont pas les mêmes besoins. Et n'attendent pas la même chose d'un expert comptable.
Je prends souvent l'exemple de l'association et d'un groupe, tu vois, un gros groupe qui veut faire des économies financières. L'association, c'est pas le cas. Donc, on peut parler à tout le monde. Par contre, c'est pas pour autant qu'on va refuser ces clients-là. C'est juste qu'on va communiquer, envoyer une info. Et puis, c'est en fonction des cibles qu'on a, elles n'attendent pas la même chose d'une relation entre lui et le cabinet. Par exemple, certains font le choix de digitaliser tout. Certains clients, nous on le voit, ne veulent pas de plateforme parce qu'ils veulent avoir au téléphone quelqu'un qui leur parle. Et on en a d'autres qui veulent une plateforme parce qu'ils veulent gagner du temps, ils veulent avoir tout de suite. Et donc, c'est ça en fait la difficulté aujourd'hui, c'est de s'organiser à pouvoir développer des canaux, en fait des points de contact qui sont différents parce que l'expérience client, en fait, c'est ça qui va fidéliser. Complètement. Et donc, je rebondis là-dessus sur, est-ce que tu as un outil pour fidéliser ou des actions que tu mets en place pour tes clients, toi? Alors, on n'a pas vraiment de parcours spécifique, de parcours d'accompagnement spécifique. En fait, les relations se font beaucoup entre les experts comptables et les clients. C'est encore, on est là-dedans parce que c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Hein. Les clients viennent non pas pour Isico, ils viennent pour la personne qui répond à leurs attentes au quotidien. On a par contre des communications. On a plusieurs typologies de communication avec des périodicités différentes qui permettent de garder le lien entre la marque et nos clients. On a des communications avec nos newsletters qu'on a complètement internalisées. Pareil, ça, on a la possibilité de le faire, mais si on a un cabinet qui ne peut pas le faire, on a aujourd'hui des possibilités, des acteurs sur le marché qui peuvent fournir en fait des newsletters où le travail est un peu moins important à fournir. Nous, on a fait le choix d'internaliser pour personnaliser tous les articles parce que dans nos communications, toutes nos communications sont faites par nos collaborateurs. Aujourd'hui, tout est porté par nos équipes. Collaborateur comptable? Collaborateur comptable, juridique, social. En fait, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, il est porté par une personne de nos équipes. Par exemple, si on prend le RGPD, on a une personne qui est formée au RGPD, à l'accompagnement du RGPD, et ben tous les articles du RGPD qui sont dans notre blog sont faits par cette personne. Et nous, notre job, c'est de l'aider à construire des articles qui soient SEO, qui soient bien faits, qui respectent en fait les règles d'internet, de Google, hein, parce que nos articles doivent être aimés par Google en premier lieu. Hein. Mais pour le coup, nous, notre rôle, c'est de sublimer tout ce qu'elle a à dire. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'internaliser en fait la newsletter, parce que tous les contenus sont dans notre blog. Et comme ça, on met en avant aussi nos équipes à travers notre newsletter. Et on voit que ça fonctionne parce que on a des services transversaux. Par exemple, dans nos services transversaux, si on prend le juridique social, nos clients ne voient pas souvent physiquement nos équipes. C'est le cas souvent dans tous les cabinets. Et ben aujourd'hui, comme les personnes du juridique social, les personnes du juridique en droit des affaires, et ben comme ils sont représentés dans nos articles, on met les photos, on personnalise les coms, et ben on a les clients qui leur disent je vous ai vu, ça fait du bien de voir un peu à quoi vous ressemblez, ça fait du bien de vous voir sur d'autres sujets, de voir que vous prenez la parole dans votre entreprise. Et ça aujourd'hui, on voit que c'est devenu en fait un rendez-vous entre nos clients et nous. On a un taux d'ouverture de 42-43% de taux d'ouverture de notre newsletter. C'est bien. Ce qui est énorme. Hein. Quand on voit les moyennes à la fois de la profession et à la fois de l'outil, on est vraiment au-dessus des moyennes parce que ça nous prend du temps d'écrire tout ce blog, ça nous prend un temps considérable. Donc là, c'est le rôle de Marion qui, elle, accompagne toutes les personnes dans la partie contenu. Et donc ça, on voit aujourd'hui que ça fonctionne parce que notre taux d'ouverture ne diminue pas. On reste stable, hein. On grandit pas, ça augmente pas, mais on diminue pas. Et donc ça veut dire c'est un rendez-vous récurrent qui est fait entre le cabinet et les clients. Est-ce que tu cherches d'autres choses aussi, d'autres actions pour fidéliser, pour essayer pour augmenter le panier moyen, si tu veux, parce qu'ils vont dire newsletter, ils la lisent, mais ça permet pas au final de conclure de nouvelles missions. Ça dépend parce que dans nos newsletters, on met des offres.
On a des articles sur des actualités, mais on met des offres. On met en avant toujours des offres en fonction du planning, en fonction de la nouvelle législation, de ce qui se passe. En fait, il y a une pression en fait administrative et fiscale qui est telle qu'on a des sujets tout le temps. Donc là, on n'a pas de problème avec ça. Et après, on a sur notre plan média, quand on met des sujets dans notre newsletter, on a aussi les sujets qui sont dans la presse économique locale. Par exemple, on mixe en fait, on mixe les canaux sur un sujet qu'on développe de manière différente. Là, par exemple, on a fait des articles sur la gestion, la gestion des fiches de paye, la digitalisation, la mise en place d'outils pour avoir une meilleure relation que nos clients ont de meilleures relations avec leurs équipes. On a eu un client qui a vu cet article-là, qui a été voir son associé en disant, bah écoutez, moi j'aimerais bien qu'on en parle. J'ai vu ça dans votre news, j'ai vu ça en plus abordé de manière différente. Donc là, c'était les tablettes Lorraine. Est-ce qu'on peut en parler? Donc on voit en fait, aujourd'hui, on commence à récolter depuis, on le ressent. Tu me parlais d'organisation tout à l'heure. On a des tableaux de bord de notre service tous les trimestres. Et c'est là où on se dit, bah là, on commence à avoir des répercussions. Ça fait 1 an qu'on a travaillé de manière beaucoup plus précise notre stratégie de contenu et vraiment notre marketing d'influence. Aujourd'hui, on commence à avoir les retours en mission de tout ce qu'on fait. Donc, il faut quand même 6-7 mois. En tout cas, nous, il nous a fallu quand même 6-7 mois de travail acharné pour en avoir les retours. C'est déjà pas mal, faut le faire comprendre que, en fait, si, ça peut exister le buzz et tant mieux, mais c'est extrêmement rare et que, en fait, ça demande un travail en moyenne de 1 an avant d'en avoir les fruits. Oui, on fait du long terme. Ça fonctionne pas tout de suite. Ça fonctionnera jamais tout de suite. La communication, c'est pas miracle. C'est pas, s'il y avait une action miracle qui fonctionne à 100%, tout le monde le saurait. Mais ça n'existe pas. C'est une multitude, en fait, d'actions, de stratégies, de points de contact avec notre cible qui fait la récurrence, hein, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et du coup, sur la récurrence, tu vas m'aider sur la partie recrutement. Donc, tu dois avoir mis en place un onboarding. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le recrutement et pour fidéliser nos futurs talents? En fait, la seule règle, alors par contre, là, il y a une recette miracle, je trouve, c'est l'authenticité. C'est que quand on travaille sa marque employeur, on est dans un secteur d'activité qui est vraiment en pression. On a des problématiques de recrutement. Donc ça, c'est inhérent à notre profession en ce moment. Hein. Et on peut se battre sur plein de choses. On peut donner plein d'arguments. Si on ne dit pas la vérité, et si on dit ce que le marché a envie d'entendre, eh ben ça ne fonctionnera pas. Un cabinet ne peut pas tout donner à la personne qu'il veut recruter, mais par contre, il peut donner quelque chose de clair, de transparent. L'idée, c'est de savoir, en fait, ton futur collab, en fait, il sait exactement où il va mettre les pieds. Tu lui mens pas, tu lui dis la vérité. Et après, une fois qu'il est chez toi, eh ben, tu vas l'accompagner pour que son arrivée soit la plus facile possible. Parce que souvent, on a tendance à l'oublier quand notre premier emploi, le premier jour, eh ben, t'es un peu perdu, tu sais pas où ça se passe, t'arrives dans un bureau qui est pas le tien parce qu'en fait, quelqu'un y était sûrement, t'as pas de repère. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, alors là, c'est le service RH. Le service RH a mis en place, en fait, un onboarding d'accompagnement du manager aussi pour arriver à aider et à bien accompagner le premier arrivant, en fait, le premier jour, mais aussi un onboarding où il reçoit le mot de bienvenue, l'enquête. Alors là, je vais peut-être un petit peu me tromper, mais il y a une enquête à 7 jours, une enquête à 30 jours. Et en fait, ça permet d'oser, d'anticiper les questions, d'avoir une lecture aussi plus tournée RH et management que comptable. Il faut juste l'accompagner. Alors après, on a des petites choses sympas. On a une box. Donc là, dans la box, il y a plein de goodies. Il y a une doudoune. Donc ça, c'est des choses assez sympas qui font leur effet. C'est plutôt apprécié. Là, on le fait depuis 1 an.
depuis février de cette année, où on l'a mis en place. Et ça, c'est très apprécié. Après, c'est un challenge, hein, de réussir à faire en sorte que dès le premier jour, il ait la box, il ait la doudoune à la bonne taille, l'ordinateur, le compte, le mot de passe, les accès. C'est quand même un challenge logistique, mais c'est nécessaire. Et toi aussi, ça te permet au niveau marketing de mettre ça en avant. Vous les mettez en avant un petit peu les onboarding sur votre communication, réseaux sociaux? Je sais pas. Oui, en fait, on a une partie sur notre site internet qui s'appelle les coulisses. Et quand on a l'année dernière travaillé sur notre stratégie marque employeur, on était vraiment en quête d'authenticité, en quête de transparence, et on s'est dit, plutôt que de raconter des belles histoires, on va simplement raconter ce qui se passe chez nous. Et dans les coulisses, en fait, c'est là où on a toutes les photos, tout ce qu'on est, en fait. Et c'est là où on raconte les choses. Et puis, en fonction de notre ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, on va mettre en avant plus un sujet qu'un autre en fonction du planning. En tout cas, ça apporte sûrement ses fruits. Alors, ça apporte ses fruits parce que, après, on travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Il faut toujours expliquer pourquoi ça fonctionne et apporter des chiffres. Et là, quand on a fait nos retours, avec Harmonie Eumont, la DRH Isico, et oui, on a un taux de turnover qui est plus faible que celui de la profession. Et en termes de visibilité, on a en fait, en fonction des campagnes qu'on fait, on a fait des campagnes d'affichage pour le recrutement l'année dernière. Quand on fait des campagnes, quand il y a des opérations, on voit que notre visite sur notre site internet, sur la partie carrière, est multipliée par 4. Donc en fait, on voit que ça fonctionne. Quand on a audité en fait l'année dernière tous les dernières années qui étaient en master CCA ou en BTS pour savoir en fait ce qu'ils attendaient d'un futur employeur. Et on a été très surpris. Et en fait, on fait nos coms avec ça. Tu leur as donné la parole, ça te permet aussi, toi, derrière, de t'adapter au marché. On a eu, je crois, 200 retours, donc sur notre territoire, sur les étudiants qu'on connaissait. Donc, c'était assez représentatif, quand même, dans cette partie-là. Ce qui nous permet d'ajuster. Et tout à l'heure, quand on disait comment on fait pour avoir de l'acquisition, pour aller développer des marchés, en fait, il faut savoir ça. Il faut savoir ce qu'attend notre cible. Toi, on pourrait se dire aussi, ouais, mais ça peut être déjà vexant pour soi de se mettre à nu en allant voir les autres en disant qu'est-ce que vous attendez? Ça pourrait peut-être dire que t'es mauvais. Vous avez pas cette peur? Non, parce que là, on est dans un prisme négatif. Parce que si tu te dis, je te pose des questions pour savoir ce que tu veux pour t'apporter le meilleur accompagnement possible, le prisme n'est pas le même. Surtout que quand tu fais, que ce soit une proposition commerciale, que ce soit une proposition d'embauche, qu'importe, en fait, dans une relation commerciale, tu n'es pas obligé de tout dire. Il faut que tu dises simplement ce que ta cible attend pour pouvoir avoir un changement de comportement et un comportement positif. Et après, tu pourras dire plus de choses. Mais si tu arrives vers quelqu'un et que tu lui dis de quoi tu as besoin, et moi, je vais tout faire pour répondre à ta demande, ça peut pas être négatif. Je suis d'accord. Si on fait un petit récap, donc pour aller sur le parti prospection, alors déjà, il faut faire son persona, ce fameux portrait robot, et comprendre ce qu'il a besoin, et se concentrer aussi sur une seule typologie avant de passer à une seconde. Faut pas parler à tout le monde. Une typologie à la fois. Ouais. Le second, fidélisation. Donc là, on peut voir la newsletter. Beaucoup disent ça marche pas. En fait, ça marche. Faut juste aller se concentrer. Et en même temps aussi, on peut offrir des offres dans la newsletter pour pousser un petit peu à l'achat. Recrutement. En fait, faut aller leur demander ce qu'ils veulent. Et on met en place un petit peu un onboarding processé. Ça appartient. Ça va faire bondir sur ces questions. Du coup, tu as pu leur poser à tes 200 étudiants. Ils ont besoin de quoi? Est-ce que c'est l'argent en premier? C'est la responsabilité? Alors, lorsqu'ils ont répondu à ces questions-là, tu parlais d'argent, l'argent venait en 3e position. Même pas en premier? C'est bien. On avait en premier la possibilité d'évolution. D'accord. Le deuxième, c'était être dans un cabinet qui a du sens, un peu... Pas vraiment RSE, c'était pas encore très d'actualité, mais plutôt est-ce qu'on s'y sent bien? Et la 3e position, c'était le salaire. Franchement, dans le monde dans lequel on vit là aujourd'hui, dans cette situation inflationniste, dans tout ça, je pense
j'ai pas les chiffres, mais je pense sincèrement que ça a changé, qu'aujourd'hui, la quête de sens, même si elle est toujours là, le salaire revient un petit peu en amont dans les top priorités. Mais pour autant, dans ce qu'on nous a dit, parce qu'il y avait des enquêtes qualitatives et quantitatives, c'était que même s'il fallait qu'il fasse un choix entre plusieurs propositions, même s'il y en avait une qui allait au-delà des autres, c'était un tout. Ça veut dire que ce qu'ils attendent, c'est que tout soit aligné. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je parlais d'authenticité, c'est ça, il faut qu'il y ait un alignement dans tout ce qu'on propose, en fait, aux personnes. Il faut que la communication d'un cabinet soit en lien avec la relation commerciale qu'il y a entre l'expert comptable et son client, mais aussi entre la communication qu'on fait quand on va voir des étudiants pour leur dire « soyez expert comptable ». C'est un tout. Et il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que l'autre, c'est vraiment un tout. Il faut juste avoir un alignement parfait entre tout ce qu'on dit et ce qu'on est. Bon, en fait, il faut rester soi-même, mais il faut le dire, en fait, c'est ça. Mais c'est ça. Et ça, je sais pas si c'est propre au métier, mais c'est un vrai problème. Hein. Oui, on n'aime pas. En fait, les experts comptables, et même pas les experts comptables, mais les juristes... profession libérale. Ouais, tout ça, en fait, c'est... Oui, mais mon quotidien, il est normal. Il va pas intéresser tout le monde. Pourquoi je parlerais de ça? Pourquoi je prendrais la parole sur ça? Mais en fait, c'est génial. Tout ce que vous faites, tout ce qu'ils font au quotidien. Je suis désolée, vous aidez les personnes, vous aidez les chefs d'entreprise, vous êtes là quand ils en ont besoin, vous anticipez leurs problèmes. Savoir quand l'entreprise va pas très bien, on est là pour eux. Pendant la période Covid, je suis désolée, mais on était tous des super-héros, quoi. Ça me fait penser à une question d'après, tu vois. C'est le droit à l'erreur. Est-ce que tu te trompes, toi, quand tu entreprends une action de marketing? Est-ce qu'on a le droit aussi que ça marche pas, sachant que derrière, tu vas mettre en place du temps, tu vas mettre en place de l'argent? T'as le droit à l'erreur ou pas du tout, toi non plus? Alors, j'ai la chance, en tout cas, je pense que c'est une chance phénoménale d'évoluer dans un cadre avec une direction qui nous autorise le droit à l'erreur. Dans nos métiers, en fait, à la com, en plus, on innove tellement dans notre manière de communiquer, on teste tellement de choses que, en fait, on est obligé de se tromper. On peut pas réussir à tous les coups, c'est pas possible, on est tous des humains. Hein. Et oui, effectivement, j'ai déjà commis des erreurs, mes équipes aussi, mais jamais rien de grave. Hein. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on fait des erreurs, ils sont quand même assez mesurés et calculés, mais il faut juste pas les faire 2 fois. Mais en fait, il faut oser essayer. Ces derniers temps, on a fait, par exemple, on a un besoin de recrutement dans un territoire. C'est un territoire qui est assez rural, qui parfois manque un peu d'attractivité, où en fait, c'est même pas un problème de recruter chez nous, c'est un problème de recruter sur ce territoire. Là, on a testé. Je sais pas si ça fonctionne parce qu'on a mis ça en place hier, mais par contre, on a testé d'aller à l'autre bout de la France, de faire des campagnes sponsorisées à l'autre bout de la France, dans des grandes villes, dans des très grandes villes, en disant, pourquoi vous essayez pas de changer de ville, changer de région, changer de vie et de venir à la campagne. Et là, vous avez un poste d'expert comptable, vous aurez une équipe, vous aurez un portefeuille client, vous avez la possibilité d'être associé. Et donc, en fait, vous avez un cadre. Et en fait, là, on a été toqué à la porte du territoire, de l'attractivité du territoire. Ils nous ont donné plein de choses pour construire, en fait, notre com. Et on essaye. Je sais pas si ça va marcher. Franchement, moi, je suis sûre que oui, parce que je suis une grande optimiste. Mais globalement, j'en ai aucune idée. Et là, faire une vidéo comme ça, on a fait une vidéo, on a fait une campagne, c'est du temps. Parce qu'en plus, c'est une sollicitation de toutes les équipes sur place. Parce qu'on a été filmé là-bas, ça a duré une journée. C'est du temps non pas seulement de la com, mais aussi de la prod. C'est du temps de l'associé. C'est du temps de mes équipes qui ont construit les vidéos, qui ont construit les scénarios, c'est considérable derrière tout ce qu'il y a une campagne comme ça. Et puis, c'est de l'argent.
Parce que quand tu vas sur des grandes villes et que tu fais des coms sponsorisés, ta cible et ta communauté est beaucoup plus importante que ton territoire habituel. Et donc, du coup, c'est de l'argent. Donc ça, rendez-vous dans 2 mois, je te dirai si ça a fonctionné. Mais quand tu vas voir ta direction et que tu lui dis « il faut qu'on essaye ça », en fait, tu peux te tromper. Nous, on a le droit de se tromper, mais il faut qu'on sache exactement ce qu'on a à faire. Il faut qu'on calcule absolument tout et que ces risques, en fait, soient mesurés. Et là, si ça n'a pas marché, on a perdu quoi, 2 000 €. Si ça a marché, on a gagné un associé. Complètement. Et puis de toute façon, si tu n'aurais rien fait, Il se serait rien passé. voilà. donc voilà, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et en fait, c'est simplement ça aussi qu'il faut se dire. Il faut oser, il faut y aller, et puis il faut juste mesurer le capital risque. Et ça, les experts comptables savent super bien faire. Ce qu'on peut dire de toute manière, c'est de tester un petit peu et voir si ça prend la mayonnaise. Si on voit, on continue à développer. Si ça marche pas, j'essaie notre truc. Au tout début, on peut y aller un petit peu à parcimonie, tout doucement, pour voir ce que ça donne, sans se lâcher. Et puis, il faut aussi un petit peu... il y a cet imaginaire collectif sur le métier d'expert comptable, par exemple, où c'est un peu... où on s'ennuie dans ce métier, et qui est complètement faux, hein. Mais on a aussi la même chose, je trouve, dans l'imaginaire collectif sur la com. Ouais. En disant toutes les actions coûtent cher, toutes les actions sont difficiles à monter, mais c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui, on a la possibilité de faire énormément de choses, d'aller sur plein de canaux différents, d'aller sur plein de cibles différentes, sans pour autant avoir des moyens astronomiques. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, tu es en train de manger la prochaine question qui était marketing, c'est réservé aux grosses structures. Mais je suis d'accord avec toi, il y a une volonté. Mais regarde, un expert comptable qui a un petit cabinet, on va dire de 5 salariés, qui est un petit peu la majorité des cabinets, il n'a pas le temps, il a la prod. Comment il peut faire avec ce fameux temps? Est-ce que tu as des exemples? Si on prend par exemple un cabinet taille humaine, moins de 10 salariés. Globalement, si on a son positionnement, après, j'en connais quand même pas mal, donc du coup, j'arrive un petit peu à m'imaginer. Il faut se demander ce qu'attendent les clients quand ils vont dans un cabinet de cette taille-là. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir une relation humaine hyper personnalisée, d'avoir les numéros de téléphone du dirigeant, d'être en lien tout le temps avec toutes les équipes. Donc là, par exemple, ce qu'il faut, c'est pas faire des grosses communications, mais par contre, jouer sur le personal branding. Et donc, avoir une visibilité en son nom propre, parce que on va faire de l'acquisition grâce à son nom. Donc en fait, tout est possible et tout est réalisable, qu'on soit un tout petit, qu'on soit un moyen, qu'on soit un très gros. Après, il va y avoir des moyens différents, mais par contre, on va choisir des créneaux. Ça veut dire qu'un petit cabinet, il va se dire, moi, je vais aller à fond sur le personal branding, je vais tout donner là-dessus, et ça va marcher. Mais bien sûr que oui, ça va marcher, parce que en fait, on va tellement s'axer là-dessus qu'au final, ça ne peut que fonctionner. Si on a, par exemple, un cabinet 15-20 salariés qui a fait le choix, et là, il y en a de plus en plus, qui ont embauché, par exemple, des alternants en communication. Ça, c'est un peu risqué parce que souvent, on ne sait pas manager quelqu'un qui fait de la com. Comme on ne connaît pas particulièrement bien son métier, on ne sait pas exactement quoi lui demander. Là, il faut juste simplement lui faire confiance. Si on a un très bon recrutement, on lui fait confiance et en fait, on va aller sur les réseaux sociaux, on va faire un petit peu de presse, on va essayer de trouver les bons partenaires et il y en a pas mal quand même, des bons partenaires dans notre profession qui nous aident à bien communiquer. En fait, on va pas tout faire, mais on va faire une chose à la fois. Le fait que chez EasyCo, on est aujourd'hui 3 personnes plus une alternante, nous permet d'aller sur plein de choses différentes, plein d'endroits différents, plein de secteurs différents. Mais globalement, ce que nous, on fait, un cabinet de taille intermédiaire peut le faire aussi. C'est juste qu'il ne pourra pas en faire autant. Mais il pourra très bien le faire. Et il n'y a pas que la communication, il y a aussi, on peut s'occuper déjà de nos clients en formalisant déjà toutes nos offres, peut-être aussi sur la manière de recevoir nos clients. Est-ce qu'on va faire correctement, on va dire, la couleur de nos murs en lien avec nos logos, comment on reçoit avec un café.
Il n'y Tout a à pas fait. que la com non plus. Quand on parlait d'objectifs tout à l'heure, par exemple, on sait très bien que parfois ça coûte plus cher d'aller dans de l'acquisition que dans la fidélisation. Ça veut dire qu'un cabinet de taille intermédiaire va peut-être se dire, moi, je vais faire toutes mes actions sur de la fidélisation. Oui. Donc, il va travailler l'expérience client. Alors, c'est peut-être des grands mots, mais c'est des choses que déjà, chacun fait au quotidien. C'est juste les formaliser. Et parfois, du coup, on va optimiser certaines parties pour gagner du temps. On va digitaliser d'autres parties pour que le client puisse avoir un point de contact humain, un point de contact digital, un point de contact personnalisé quand il arrive dans l'agence. Donc, en fait, c'est là, il va miser sur l'expérience client. Et il y a plein d'axes différents sur lesquels une personne, enfin un expert comptable, peut-être qui n'a pas de service communication, peut aller. Il faut juste se dire, je vais y aller, je vais faire ça. Une fois que là, je suis en vitesse de croisière, je vais en faire un autre. Une fois que celui-là, il est bon, je vais en faire un autre. Et il ne faut pas... Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais par contre, il ne faut pas être à la quête de la perfection tout le temps. Parce que ça, dans nos métiers, dans notre secteur d'activité, il faut souvent, en tout cas, attendre que tout soit absolument parfait pour que ça sorte. Et je vais peut-être casser un mythe, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Non, faut faire par étapes. Et en plus, le petit point de perfectionnement, c'est dans les détails qu'on dit le diable se cache, mais les 3/4 des personnes ne le verront même pas, c'est nous en fait. Oui, moi je me souviens au départ, j'étais matrixée par les méthodes qu'on apprenait à l'école, qu'il fallait absolument, il fallait que dans nos coms, il y ait ça, parce que je l'avais appris comme ça, parce qu'il fallait que ce soit comme ça, il fallait que ce soit comme ça parce que c'était parfait. Dans la vraie vie, non. Si t'en as un que t'as pas, si t'as une information que t'as pas, c'est pas grave. Si t'arrives déjà à transmettre 80% de l'information, c'est déjà énorme. Et en plus, en com, on sait très bien que quand on distribue un message, il y a cette règle, émetteur-récepteur, où quand toi tu donnes 100% du message, le récepteur, il n'en a que 5%. Donc à un moment donné, il faut oser, il faut y aller, il faut parfois prendre des risques. Il faut mettre un petit peu de budget quand on veut tester quelque chose de nouveau. Pas des gros budgets, mais il faut quand même se dire, je vais essayer. Et puis après, il faut toujours avoir le bon objectif pour savoir si l'opération a bien fonctionné. Il faut toujours contrôler, je suis d'accord avec toi. Faut voir. J'ai dépensé tant, il faut au minimum que ça couvre mes dépenses. Ça fonctionne, on y va. Et t'as raison, c'est pas non plus parce qu'on a fait une communication qui est parfaite que ça va marcher. Et à côté de ça, t'en as un où tu vas faire à moitié et ça va exploser, ça va être top. Des fois, voilà, il y a cette magie. On a eu des coms qui ont super bien fonctionné et on s'y attendait pas du tout. Mais pas du tout. À un moment donné, on avait sorti une communication avec le service RH. Venez sans CV. Là, on s'est dit, on va oser, c'est chaud. Mais bon, de toute façon, on risque pas grand-chose. En soi, on risque rien. Donc, on a fait une campagne. Nous, on était sûrs de nous. Non, on voulait que ça fonctionne. Et on avait toute une histoire. On avait bien ficelé le truc. Mais on s'est dit, c'est peut-être un peu trop pour ce secteur d'activité. On s'est dit peut-être qu'on a été un peu trop loin. Donc là, on avait un petit doute quand même. Et pour le coup, franchement, ça a super bien fonctionné. Et là où ça a le plus fonctionné, et c'est une chose qu'on n'a pas abordée pendant le podcast, c'est qu'il faut se dire aussi qu'en termes de com, tout ce qu'on fait à l'extérieur a une répercussion hyper importante à l'intérieur. Parce que quand nous, on a fait cette opération pour le recrutement, pour embaucher en fait des collaborateurs, on a eu des retours en interne qui étaient extrêmement positifs parce que en ce moment, c'est en tension, on a des difficultés de recrutement, tout le monde en a, et nos équipes nous ont dit, vous faites quelque chose. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas, mais en tout cas, on essaye. On teste des nouvelles choses. On a fait un job dating sur... alors lui, on a une grande place Stanislas à Nancy. On a fait des job dating. On s'est dit, si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça nous coûtera le coût de 4 consommations, quoi. Mais t'as raison. Et au moins, ça fait voir que votre cabinet, il bouge. Et ça va donner de l'émulation au sein de vos collabs en disant, regarde, je suis fier. Là, ils bougent au moins. Ils essayent. Ils vont peut-être être acteurs même. Et pensez aussi, je sais que
il y a beaucoup de choses souvent qu'on ne dit pas. Dans la com, il faut tout le temps tout dire. Quand on fait quand on mène une opération, il faut le dire en interne. Il faut pour que chaque personne puisse s'approprier les messages, il faut le dire. Il faut toujours, ou au pire, si on n'a pas le temps, si l'expert comptable il est tout seul et qu'il doit tout faire, c'est pas grave. On a un petit post-it sur notre bureau et on se dit, ça c'est le sujet que je dois aborder. Et autour d'un café, il a son petit mémo en disant, ça je dois le dire. Que ce soit formel, informel, de toute façon les usages sont très personnalisés au cabinet, mais il faut toujours que le dirigeant se dise, je dois informer toutes mes équipes de ce que je veux faire, parce que chacun a peut-être un rôle à jouer. Et ce qui se passe à l'extérieur aussi, et que t'arrives, un prospect, je suis pas au courant, en interne, c'est encore pire. Il faut parler en interne, en externe, ainsi de suite. Et je rebondis, on avait parlé en off tous les deux de vous accompagner certains sur les réseaux sociaux, vos associés, et ils doivent être comme tous les experts comptables, j'ai pas le temps. Comment vous faites pour qu'ils puissent faire leur bilan et qu'ils puissent quand même vous consacrer des heures? Est-ce que tu as la technique? Alors, c'est les associés et les collaborateurs. Il n'y a pas de strat. Tous ceux qui veulent. Alors, au départ, on avait cherché des ambassadeurs. Finalement, ça n'a pas fonctionné du tout. On a laissé les personnes venir à nous. Globalement, quand on voit quand on voit une personne prendre la parole sur les réseaux sociaux, ça donne envie à d'autres. Donc, on a laissé les choses aussi se faire assez naturellement. Et puis, c'est aussi beaucoup de temps pour le service com. Donc, du coup, on peut pas faire ça sur les 500 collaborateurs. Donc, mais on a fait naturellement, laisser les gens venir à nous. On leur a dit, voilà la méthode, voilà comment ça fonctionne. LinkedIn, ça a certaines règles. Si on veut être visible, il faut respecter certaines règles. Donc, on donne en fait un petit cahier des charges au départ en disant, si vous êtes en capacité de faire ça, nous, on vous accompagne. Et là, on est heurté à non, mais en fait, c'est pas possible. J'aurais jamais le temps de faire tout ça. Et globalement, après, on leur explique. Non, vous savez, il y a des méthodes. On peut s'organiser pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Et donc là, ce qu'on a fait au départ, on s'est beaucoup trompé parce que avec mes équipes, on écrivait les postes des salariés. Et là, on s'est trompé parce que on a pensé à la partie marketing avant de penser à la partie humaine. Et globalement, c'est un des exemples où tu te trompes. Hein. Et là, on s'est dit non, ça va pas. Ça a duré un petit mois, 3 semaines, un mois. Nous, on s'épuise, tout le monde s'épuise. La personne, elle se dit mais ça me ressemble pas. Nous, on n'est pas copywriter, hein, donc c'est pas notre job non plus. Donc, on s'est dit, et c'est là où tu parles de perfection, on les accompagne en fait à prendre la parole en respectant les règles des réseaux sociaux. Mais de leur manière, avec leurs propres mots. Donc, effectivement, si on parle d'un point de vue marketing pur et dur, c'est pas parfait. Mais si on parle d'authenticité et de mise en avant de nos coulisses, qui est notre ligne directrice dans toutes nos coms, personal branding, marketing d'influence, tout ça, et là, c'est parfait. Et là, ce qu'on fait, c'est que on a dans notre programme d'ambassadeurs entre à peu près 25 personnes. Et ce qu'on fait, c'est que on n'attend pas qu'ils nous disent j'ai le temps, parce qu'ils n'auront jamais le temps, parce que la com, ça vient dans la to-do list tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Par contre, on leur dit écoutez, nous, on va instaurer un rendez-vous régulier. Parfois, c'est 15 jours, parfois, c'est 1 mois, parfois, c'est même un trimestre, en fonction du temps, de l'objectif de la personne. Et on lui dit on va parler pendant ce moment-là de vos rendez-vous, de vos clients, de ce que vous aimez faire, de ce qui vous anime. Et nous, on a une checklist de questions. On a construit en fait une méthodologie avec mes équipes. Et en fait, en fonction des bonnes questions, on a des bonnes réponses. Et ce qui fait des posts, parce qu'on met en avant la vraie vie de nos collaborateurs. Et comme tu viens de le dire, en fait, c'est juste à caler dans l'agenda, on va dire sur 6 mois, un petit rendez-vous d'1 heure où tu cales, tu prépares les posts, et au pire, du pire, j'ai pas le temps en période fiscale, je peux le comprendre, et on fait 4, 5, 6 posts, on va dire, au mois de décembre, qu'on va programmer pour cette période-là. Oui, et là aussi, c'est que on leur explique bien que pour être visible, il faut pas simplement faire des posts.
on leur explique qu'il faut commenter. Donc, si on n'a pas le temps, si par exemple on est charrette parce que là l'activité elle est trop dense, et ben on va leur mettre des petites alertes. Ou alors nous c'est une question de veille quand même assez intense qu'on a, mais on leur envoie là vous voyez il s'est passé ça, vous pouvez dire quelque chose quoi, c'est votre job, c'est soit c'est comment dire une mission que la personne fait de manière spécifique, soit c'est un client, et donc en fait il y a cette notion de commentaire. Alors au début c'est assez industrialisé. Ça veut dire que nous, on a des alertes, on a vraiment notre méthode. Et après, au bout d'un mois, 2 mois, c'est beaucoup plus naturel. Parce que c'est pas des choses qui sont difficiles à faire. Ce qui est difficile à avoir, ce sont les réflexes. Et donc après, il y a les réflexes qui viennent naturellement. Et donc nous, on arrive en support. Et c'est là où, en fait, on arrive à avoir une rotation dans le programme. De toute manière, c'est la régularité qui compte. Le fait de communiquer, et de toute façon, la perfection n'existe pas, mais c'est l'action qui prédomine. Hein. Oui, et puis il y a pas d'erreur possible, en fait. Et ils en sont contents maintenant, on va dire les experts comptables que tu as suivis sur le programme? Là, on commence, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça fait, le programme d'ambassadeur existe depuis qu'on a travaillé sur notre stratégie marque employeur, et donc depuis janvier-février. Et là, on voit, par exemple, on a accompagné de manière beaucoup plus précise une personne qui doit développer en territoire, parce que on pense Isico comme un grand groupe, on a un petit peu ce fantasme-là, mais en fait, on est plein de petites agences. Et quand on est sur un territoire, on est une agence avec 10 personnes, où en face de nous, on a des gros cabinets sur ce territoire-là, on est tout petit. Donc en fait, on va user de stratégies complètement différentes. Et quand je parlais de personal branding tout à l'heure, c'est ça. Ça veut dire qu'avec cet associé-là, on a misé à fond sur le personal branding pour que elle puisse travailler son image. Et donc, les stratégies sont complètement différentes. Et là, aujourd'hui, on commence à voir, je sais que la semaine dernière, on a été sollicité pour un appel d'offres pour un métier qui n'est pas de la compta. Et cette sollicitation-là, on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas eu 3 postes sur ce secteur d'activité-là. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne, mais c'est un sacré temps quand même de la part des équipes de suivre en fait tout ça. Le suivi régulier dure quand même à peu près un trimestre, et après les réflexes viennent naturellement. Les gens sont contents. Bon c'est top. Allez, l'ultime conseil que tu pourrais donner à un expert comptable sur le marketing. Là, c'est un petit cabinet, il veut se lancer sur le marketing. Qu'est-ce que tu lui dirais de commencer au tout départ? Il faut savoir exactement ce qu'il veut faire. Comme je le disais, on est un outil. Le service com est un outil. Donc, si sa stratégie de cabinet est bien structurée, en fait, il faut qu'il développe la partie com pour pouvoir aller soit sur de l'acquisition, soit sur la fidélisation. En fait, qu'importe son objectif, mais il faut oser se structurer et se dire que c'est un investissement. En fait, il faut voir la com comme un investissement. 1 euro investi en com, c'est X euros récupérés en chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision comme ça. Avant, dans mes anciens emplois, je l'avais pas du tout. On faisait de la com, beaucoup de notoriété, d'image, avec très peu de KPI, parce que j'étais vraiment là pour faire en sorte que mon ancienne entreprise soit connue. Là, aujourd'hui, on a un vrai objectif de KPI, on a des retours et on sait combien d'argent on a investi et combien d'argent on a revenu. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je parlais de collectif, d'imaginaire. La com est souvent perçue comme la récréation, la com interne, des choses parfois futiles. Mais en fait, non, c'est vraiment stratégique pour développer l'attractivité du cabinet, pour développer le chiffre d'affaires, développer les missions, aller chercher des nouvelles missions, aller chercher des nouveaux clients. Parfois, sur des cabinets plus gros, la com n'est là que pour venir en aide au service commercial. Donc en fait, la com peut revêtir énormément de visages, mais pour autant, à chaque cabinet, elle est utile. On peut pas s'en passer, toute entreprise en a, et après, il faut juste les faire jongler en fonction de notre taille, c'est ça qui est important. C'est effectivement ça. Eh ben, je te remercie. Mais juste avant de nous quitter, on va faire un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Je vais te poser des questions pour savoir un petit peu, j'étais voir tes réseaux sociaux.
Première question, est-ce que tu préfères faire un bilan comptable ou créer une campagne publicitaire de A à Z en un temps record? Si je dis un bilan comptable, il y a personne qui va me croire. Non, la campagne. La campagne. T'es plutôt fêtarde ou pantouflarde? Pantouflarde. C'est vrai? Bah oui. J'adore être dans ma maison avec ma famille, mon mari, mes enfants. C'est vraiment ma ressource à moi. Tu préfères tourner une vidéo ou parler sur scène? Parler sur scène. Ouais, vous avez fait un bon rassemblement Easyco là cet été. Ouais. C'était au top. Hein. Voir une foule. En fait, ça fait toujours peur, mais bon, je dois avouer que j'adore ça. On va aller dans le domaine où vous êtes, Easyco, donc la Lorraine. Tu préfères manger une quiche lorraine ou un pâté lorrain? Pâté lorrain. Je connaissais pas, toi, je l'ai bu hier. Ouais, non, mais bien sûr. Mais après, c'est traditionnel chez nous. Mais je crois que la quiche lorraine, tout le monde connaît. Ouais. Mais que le pâté lorrain, c'est très, très spécifique à chez nous. Je suis pas sûre qu'il y en ait partout en France. Non, toi, je l'ai appris hier, en cherchant. Je okay. pas le mal. Non, pâté lorrain. Tu préfères être sur YouTube ou Instagram? Insta. Ouais. Je suis très mauvaise. Enfin, je suis pas du tout sur YouTube. Je suis pas très consommatrice de vidéos YouTube. Mon mari l'est énormément et donc du coup je me nourris de ce que lui regarde. mais non, je suis très Insta, petites vidéos, beaucoup TikTok, mais petites vidéos très très courtes. Et la dernière, elle va être difficile pour toi. Tu préfères la ville de Nancy ou Metz? Je rappelle que tu es de Metz et tu travailles à Nancy. Ah, c'est chaud. Attention, ouais. Là, je peux me faire des ennemis. Alors, j'ai fait toutes mes études à Metz. Oui. Et je suis venue à Nancy pour le travail. Je suis venue à Nancy pour le boulot. J'habite entre les deux, dans un petit village entre les deux. Donc la raison ou le cœur? Ah non, mon cœur balance, mais je préfère quand même la ville de Metz. Ouh, chez Easyco, là, ça ne s'en franchement, la ville de Metz est vraiment très très belle. Nancy aussi, hein, vous avez une belle place, faut le dire. Oui, mais Nancy. Non, mais non, en fait, les deux. Je peux me mettre personne à dos. Voilà, mais les deux. Écoute, je te remercie d'être venu. On a appris plein de choses. On peut voir que le marketing, ça développe et il en faut absolument. Et que surtout, c'est un mot à faire, c'est, faut essayer. Faut pas être parfait, mais en tout cas, faut y aller. Faut y aller, quoi, dans un cabinet. Ouais, c'est tout ça. Il faut pas trop se mettre de barrière, en fait. Merci à toi, on se revoit bientôt. Et puis, à bientôt les autres. Au revoir. Au revoir. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.